All right. Hi again. I want to thank Rebonjour, un grand merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour le webinaire sur comment la communauté de la planification familiale et santé reproductive trouve, partage et utilise les connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler des observations que nous avons faites pendant nos ateliers de co-création récentes avec des professionnels de la PFSR partout dans le monde pour la création des nouvelles solutions d'AGC pour ce domaine. Merci d'avoir partagé vos observations dans la colonne chat, de vous avoir présenté et d'avoir parlé des grandes priorités pour ce domaine. Je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont dit les priorités devraient être les accès aux informations d'une façon opportune et aussi d'éliminer les lacunes de pratique, d'améliorer la communication entre les parents et les adolescents, d'avoir des mises à jour compréhensives et aussi de fournir un accès aux connaissances aux professionnels sans les déborder. Ce sont les idées très importantes et je vous encourage à continuer à les partager pendant notre webinaire. Voilà quelque chose que vous pouvez attendre de ce webinaire. Ce webinaire va durer 75 minutes. C'est un webinaire un peu différent d'un webinaire traditionnel. Nous allons alterner avec des présentations, avec des séances questions-réponses avec notre panel. Nous espérons que ce webinaire sera quelque chose qui va vous engager. Tous les participants, nous avons coupé le son pour tous les participants. Si vous avez des questions pour nos intervenants, veuillez les noter dans la colonne chat. Nous allons les suivre pendant le webinaire. À la fin du webinaire, nous allons collecter toutes vos questions et nous allons les utiliser pour notre dernière séance questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Danielle Piccinini-Black. Je travaille avec le projet Knowledge Success, qui est le projet phare de gestion des connaissances pour le Bureau de population et de la santé reproductive de l'USAID. Ce projet est mené par le Centre des programmes de communication de Johns Hopkins. Notre objectif est le suivant, d'assurer que les personnes qui travaillent dans le domaine de la planification familiale et la santé reproductive peuvent trouver, partager, utiliser les connaissances dont ils ont besoin pour transformer la vie des femmes et des hommes partout dans le monde. Nous avons un service d'interprétation simultanée en français pendant ce webinaire. Si vous préférez écouter en français, veuillez cliquer sur l'icône marquée Interprétation en bas de votre écran et après, vous allez cliquer sur Français. Vous pouvez aussi couper l'audio de l'origine en anglais et comme ça, vous allez entendre seulement l'interprétation en français. Comme il y a un service d'interprétation simultanée, nous allons parler doucement et il y aura des pauses avant de changer de diapo pour donner aux interprètes l'occasion d'arriver au même moment que nous. Si vous aimeriez utiliser l'interprétation en français, veuillez le faire maintenant. Sans dire plus, j'aimerais présenter nos intervenants. Comme j'ai dit, je m'appelle Danielle Piccinini-Black. Je suis responsable de programme au Centre de programme de communication à Johns Hopkins. Avec moi aujourd'hui, j'ai mon collègue Salim Kombo, qui est un associé à Busara, en Tanzanie. Nous avons le plaisir de travailler étroitement sur les ateliers de co-création. Alors, c'est très bien d'être ici avec lui aujourd'hui. Et je vais prendre une minute pour présenter nos autres intervenants invités qui ont participé aux ateliers de co-création régionaux. Nous avons Patrick Segawa en Uganda, Megan Christofield à Baltimore en Maryland, Gloire qui travaille à l'UCPO, qui est l'unité de coordination pour le partenariat Ouagadougou au Bénin,
et Ehtesham Abbas avec CCP au Pakistan. Chaque invité est un champion de nos ateliers et nous avons de la chance d'être ici avec eux aujourd'hui. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses intéressantes à partager avec vous. Pendant ce webinaire, nous allons parler de l'utilisation des économies comportementales et le design thinking par Knowledge Success. Nous avons utilisé ces idées pour assurer que les personnes qui travaillent dans la planification familiale peuvent trouver, partager, utiliser les connaissances pour transformer la vie. Nous allons parler de comment nous avons utilisé le design thinking virtuellement et comment nous avons impliqué l'économie comportementale. Et voilà quelque chose de très intéressant. Nous allons parler des solutions que nous avons développées pendant ces ateliers qui vont changer la GC pour les professionnels de la planification familiale. Nous allons le faire avec des présentations et aussi avec des conversations avec nos intervenants qui ont travaillé dans nos ateliers de co-création. Je vais prendre quelques minutes pour parler de notre processus de co-création. J'espère que cela va vous donner des fondations pour parler de ce que nous avons, les leçons que nous avons tirées de ces ateliers. Nous pensons que ce que nous avons appris peut aider toute la communauté de la GC. Comme j'ai dit, un aspect clé de notre projet de Knowledge Success est de créer des solutions révolutionnaires et durables pour la PFSR. Nous avons commencé avec une fondation révolutionnaire en utilisant la science de comportement et le design thinking à notre travail de GC. La science de comportement nous a aidés à prendre en compte la complexité du comportement des êtres humains. Avec cela, nous pouvons concevoir des programmes, des politiques et des produits efficaces pour aider des personnes à prendre et à mettre en œuvre les meilleures décisions. La science de comportement nous aide à combler la lacune entre les intentions et les actions. C'est une lacune qui existe partout dans notre travail de GC. Après, nous avons utilisé le design thinking. C'est une approche itérative et pratique qui utilise l'empathie et les besoins des utilisateurs en comprenant les obstacles comportementaux de nos utilisateurs. Et nous avons créé des solutions innovatrices avec ces idées. Nous pouvons créer des solutions qui sont plus intéressantes et opportunes pour aider les programmes. Pour trouver des solutions révolutionnaires dont j'ai parlé, nous avons mené 4 ateliers de co-création régionaux. Il y avait un atelier par région, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, l'Asie et les États-Unis. Ces ateliers ont été organisés entre avril et juin 2020. Il y avait 69 professionnels de la PFSR qui représentaient 21 pays. Chaque atelier, sauf l'atelier aux États-Unis, a duré 4 semaines, avec 2 ou 3 séances par semaine. L'atelier aux États-Unis a été conçu pour aller plus rapidement. Donc, nous avons parlé du même contenu dans 2 séances de demi-jour. Pour chaque atelier régional, nous avons traité du même défi de conception, qui était de réinventer les méthodes selon lesquelles les professionnels de la PFSR en Afrique francophone, en Afrique anglophone, en Asie et aux États-Unis accèdent aux données probantes et aux meilleures pratiques et s'en servent pour optimiser les programmes de PFSR. Nous avons beaucoup parlé de cela et je pense que chaque participant avait déjà mémorisé cet objectif à la fin du deuxième atelier. Nous avons utilisé les 5 étapes de design thinking.
De ce côté-ci, vous pouvez voir les 5 phases du processus de design thinking. C'est sur cette ligne que nous avons organisé notre atelier. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le design thinking, il s'agit d'une approche créative à multi-étapes à la résolution de problèmes qui est très itérative et qui est fondée et ancrée dans les exemples réels. Ce qui est important, c'est le fait qu'elle est centrée sur l'être humain, c'est-à-dire élaboration de solutions de concert avec les êtres humains ou les personnes qui sont ciblées. Sur les diapositives qui vont suivre, nous allons examiner chacune des 5 étapes et nous allons vous faire part des activités menées à bien par les participants ainsi que les perspectives qu'ils en ont tirées et les résultats. Vous allez donc entendre directement les participants à ces ateliers. J'aimerais maintenant inviter mon collègue Salim qui va nous présenter la section suivante du webinaire. Salim, c'est à vous. Merci Daniel et merci à tous d'être avec nous ce matin. Je vais nous présenter la partie empathie et définition du processus de gestion des connaissances et en me concentrant sur certaines des activités principales que nous avons menées et les principaux résultats que nous en avons tirés. Au niveau de la phase empathie, comme l'a dit Daniel, l'élément clé était vraiment d'apprendre du groupe d'utilisateurs pour qui nous travaillions, avec des professionnels en particulier de la planification familiale et de la santé reproductive, PFSR. Les décideurs, des conseillers techniques, des chargés de programme étaient également là. Donc, au niveau de cette phase en particulier, notre but était de mieux comprendre la manière dont ils recherchent, utilisent et partagent l'information. Des conclusions de cette phase ont été transférées à la phase suivante, la phase de définition. Nous avons examiné de manière plus critique les éléments positifs, les éléments négatifs et les obstacles particuliers qui existent pour l'organisation d'un séminaire sur le design thinking. Pendant la partie empathie, l'activité clé que nous avons menée a consisté à créer des profils de gestion des connaissances. C'est une adaptation d'un outil du design thinking qui s'appelle Persona. C'est une manière très particulière de recueillir les informations des professionnels de la PFSR pour voir comment ils recherchent, partagent et utilisent les informations, en particulier pour ce qui concerne la manière dont ils s'en servent pour améliorer la conception de leur programme. À ce stade, nous avons également incorporé un grand nombre de mécanismes de l'économie du comportement que nous ont permis d'identifier les différents facteurs susceptibles d'influencer l'expérience des professionnels de la PFSR et ce qu'ils vivent lorsqu'ils recherchent, utilisent et partagent l'information. Et cela nous a aidé à renforcer plus avant l'empathie au niveau des participants à l'atelier. Au niveau de la phase de définition, nous avons examiner de manière plus approfondie les facteurs positifs, les opportunités, mais aussi certains des défis auxquels se heurtent les professionnels de la PFSR et nous l'avons relié au processus de design thinking pour utiliser les éléments probants, les meilleures pratiques pour améliorer la programmation en matière de PFSR. Au niveau de cette phase, nous avons utilisé l'exercice rose, bourgeon, épine qui nous a permis d'identifier les éléments clés. En nous servant de ces post-it virtuels, nous avons pu identifier les opportunités, les points positifs et les défis et nous les avons codés en couleurs en fonction de ce qui représentait pour nous les roses, les bourgeons et les épines. En rose, les roses, les boutons étaient les opportunités et envers les défis, les épines. Nous avons vu les points communs qui sont ressortis et c'est ce que nous avons utilisé pour constituer les clusters, les grappes d'informations.
À partir de ces exercices, il nous a été permis d'identifier un certain nombre d'obstacles auxquels se heurtent les professionnels de la PFSR. Nous avons parlé des deux principaux en particulier. Tout d'abord, la surcharge des options, c'est-à-dire quand les gens ont trop d'options. C'est ça qui se passe parce que le résultat, c'est que l'on se sent frustré et puis l'on se sent parfois même paralysé. Avec l'accroissement de l'accès à l'Internet, aux technologies, ceci n'a été qu'intensifié, en particulier parce qu'il n'y a pas de solution simple pour trier ces sources monumentales d'informations qui existent et on se retrouve parfois avec une sensation d'être dépassé. Ceci est exacerbé par le fait qu'un grand nombre de professionnels de la PFSR n'ont des contraintes de temps. Ils ne peuvent donc pas passer autant de temps qu'ils pourraient le souhaiter pour filtrer toutes ces informations. Deuxième grand obstacle, la surcharge cognitive, c'est-à-dire lorsque vous avez trop d'informations. Cela qui peut être présentée d'une manière difficile à comprendre, difficile à absorber et difficile à appliquer aux conclusions. À partir des informations recueillies, ceci s'exprime de différentes manières. L'information, par exemple, peut être extraite de son contexte, ce qui fait que pour les professionnels de la PFSR, il est très difficile de tirer les enseignements de contextes similaires ou de pays similaires. L'information n'est peut-être pas suffisamment spécifique. Il n'y a pas forcément assez d'informations pour la mise en application des conclusions principales qui ont été identifiées au niveau des informations. Et puis, il y a une carence énorme quant les informations sur ce qui ne marche pas. Il n'y a pas beaucoup de données, en effet, quant aux échecs, ce qui veut dire que les professionnels de la PFSR ont du mal à tirer les enseignements des erreurs du passé. Autre élément clé, la médiocrité de la qualité des données, parfois présentées sous des formats complexes, ce qui fait que ce n'est pas très utile pour les besoins des professionnels de la PFSR. Enfin, le dernier élément sur cette liste de la surcharge cognitive, le problème de l'obstacle de la langue. On s'aperçoit qu'il n'y a en effet pas beaucoup de ressources disponibles dans certaines langues. Le résultat, c'est que les professionnels de la PFSR doivent s'en remettre à des informations recueillies dans une langue qui n'est pas forcément leur langue maternelle. Cela leur complique la tâche parfois pour comprendre l'information et la mettre en application. Il y a donc un besoin marqué pour que les programmes et les professionnels de la PFSR travaillent ensemble, documentent ensemble ce qu'ils font et documentent non seulement les succès, mais aussi les échecs afin d'en tirer les enseignements, et ce pour optimiser les impacts et l'efficacité des différents programmes de PFSR. Bien sûr, le scénario n'est pas si catastrophique. Il y a aussi eu des scénarios positifs que nous avons pu identifier. Je vais parler plus spécifiquement de deux d'entre eux. Nous avons pu voir qu'au niveau des normes sociales et organisationnelles, il existe une culture robuste de partage de l'information entre les professionnels du secteur, ce qui permet d'accroître la sensibilité à l'importance du partage de l'information entre professionnels de la PFSR. Ceci a été conforté plus avant par une plus grande collaboration, les partenariats qui se mettent en place au sein du groupe, ce qui amène à un plus grand niveau de transparence et un partage en temps plus utile de l'information disponible, ce qui s'imbrique avec la discussion en cours sur la démocratisation de l'information. Il s'agit, à n'en pas douter, d'une opportunité de renforcer le nombre de voix qui sont entendues, le nombre de discussions sur le partage de l'information, mais aussi la diversité des perspectives exprimées. Il y a aussi l'utilisation de gabarits normalisés, ce qui fait que le partage de l'information en est simplifié.
Cela permet aux professionnels de la PFSR de piocher l'information dont ils ont besoin puisqu'elle est disponible de manière plus systématique. Pour ce qui est des motivations, ce sont les moteurs, ce qui pousse les gens à partager les informations et à apprendre les uns des autres. Et ces ateliers ont révélé qu'il existe une motivation intrinsèque importante entre les spécialistes de la PFSR, dirigée par un désir inhérent d'apprendre, de partager les uns avec les autres. Et le partage est souvent réciproque, ce qui se traduit par une collaboration renforcée et plus d'opportunités d'apprendre les uns des autres. Donc, dans l'ensemble, nous savons, c'est vrai, qu'il est nécessaire que les projets de FPSR aient une approche plus polyvalente, pour plus de techniques interactives avec des réunions en ligne, des pratiques de communauté qui sont des outils utiles pour créer ce groupe, mais aussi d'avoir des plateformes en ligne qui peuvent servir à renforcer plus avant les normes sociales d'un partage robuste de l'information. J'aimerais maintenant redonner la parole à Daniel. Merci, Salim. J'aimerais inviter maintenant nos invités à nous faire part de leur expérience en tant que participants aux ateliers de co-création. Je vais commencer par Patrick. Patrick, quelles ont été certaines des perspectives les plus intéressantes que vous avez tirées de ces phases d'empathie et de définition qui ont ancré votre perspective? Merci, Daniel. Je tiens à remercier le projet de me permettre de faire part de mes perspectives sur ce projet. Et je parle ici au nom de tous les membres. Nous devions nous réunir en personne, mais en raison de la COVID-19, nous avons dû nous réunir virtuellement. Nous avons une exposition importante aux différentes plateformes, ce qui a été très positif car cela nous a aidés à nous familiariser avec ces nouvelles modalités. Lorsque l'on examine les différentes perspectives, on voit que au cours des premières phases, empathie et définition, il y a en particulier ce dont a parlé Salim, on s'est aperçu, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de similarités, mais aussi beaucoup de différences dans la manière dont les professionnels de la PFSR travaillent ensemble. Il y avait beaucoup de différences, on s'en est rendu compte. On a observé aussi beaucoup de similarités quant à la manière dont nous travaillons, dont nous recevons l'information et dont nous la traitons. Ceci nous a donc offert une opportunité de voir ce que chacun faisait dans son propre contexte. Pour moi, cela a été l'un des éléments principaux qui nous a permis d'apprécier la contribution de chacun au niveau de l'atelier. Autre conclusion, au niveau des mécanismes économiques plus concrets, j'ai trouvé particulièrement intéressant au niveau des stades d'apprentissage, que ce soit pour les professionnels de la planification familiale ou d'autres, nous avons différentes approches. Certaines à l'apprentissage, certains apprennent mieux en lisant, d'autres en voyant, d'autres en écoutant, d'autres en faisant. Nous nous sommes donc aperçus que lorsque l'on développait des solutions, il fallait prendre en compte les différences de style d'apprentissage des différents professionnels. Est-ce qu'ils apprennent mieux en partageant l'information ou en la communiquant d'une manière différente? Et enfin, l'utilisation du modèle Rose-Bourgeon-Épine,
en vertu duquel nous avons pu examiner les différents défis établis, les avantages, les opportunités et les éléments négatifs. Il s'est agi pour nous d'une des meilleures manières d'examiner d'un œil critique les roses, les bourgeons et les épines qui émanent de ce travail. Merci. Très bien, merci d'avoir partagé ces observations. Merci d'avoir parlé des styles d'apprentissage et aussi de parler du fait que même s'il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de similarités dans des ateliers, il y avait aussi des différences. Je pense que cela renforce l'importance de comprendre le public avec lequel on travaille. Et maintenant, je vais poser une question à Megan. Megan, voilà ma question. Quelles connaissances voulez-vous partager avec la communauté PIF par rapport aux obstacles de la gestion des connaissances et des opportunités dans notre domaine? Pourquoi sont-ils essentiels? Merci, Daniel. D'abord, je pense aux observations que nous avons découvertes pendant notre atelier. C'est un peu comme Patrick a dit et ce que Salim a dit. Il y a une surabondance d'informations. Surtout en tant que professionnel de la PFSR aux États-Unis, il y a une surcharge d'informations. C'est aussi un environnement où il y a beaucoup de concurrence. Toutes ces informations ne sont pas égales. Il y a du contenu qui est là pour faire de la publicité, mais il y a d'autres informations qui sont là pour vraiment améliorer les pratiques. C'était très difficile pour les membres de mon équipe d'organiser, de trier les informations. On s'est dit, il ne faut pas toujours regarder les mêmes sources, même si cela peut être plus facile. Pour les obstacles et les opportunités, une chose pour notre équipe était qu'il fallait prendre du temps pour bien trier les informations. Il fallait prendre le temps d'analyser les informations et de mieux comprendre ces informations. Il fallait prendre le temps pour mieux absorber toutes les informations qui existent. Il fallait aussi être sûr que dans nos programmes, nous prenons le temps de faire les ajustements et de nous adapter comme il faut. C'était très important de se dire, bon, nous allons prendre une semaine pour être sûr de bien comprendre ce que nous venons de lire. Et dans un domaine qui bouge rapidement, cela peut être très difficile à faire. C'est très intéressant. Merci, Megan. Et je sais que la surcharge d'informations représente un vrai défi, mais c'est aussi important de prendre le temps de bien comprendre ce que nous avons appris. C'est très bien de voir que pendant chaque atelier de co-création, on a tous parlé de comment mieux gérer le temps, comment avoir accès aux informations d'une façon plus rapide pour ne pas louper les informations qui existent. Très bien, passons aux 3 prochaines phases du processus de design thinking et après, nous allons continuer la discussion. Comme j'ai dit, nous arrivons aux 3 dernières phases de ce processus. Nous avons déjà parlé de l'empathie et de la définition, mais maintenant, nous allons parler de l'idéation, le prototype et le test. Ce sont les 3 dernières phases de ce processus. Et je vais dire que ce sont les phases les plus amusantes. Chaque étape est importante, mais voilà quelque chose d'amusant. Nous avons cueilli toutes les données importantes sur les thèmes clés liés au défi de l'atelier. Et maintenant, il fallait créer des solutions pour l'étape idéation. Une fois que nous avons créé des solutions, il faut les évaluer. Nous avons regardé l'importance, la faisabilité et la difficulté. Après cette évaluation, nous avons choisi une idée et nous
comptons développer cette idée pour l'étape de prototype. Une fois que ce prototype est développé, c'est le moment de le tester. Pendant l'étape des tests, nous allons utiliser les solutions et avoir des tests avec le public cible. Et nous allons aussi attendre les rétroactions pour améliorer les prototypes. Pendant les ateliers, nos équipes ont utilisé les observations que nous avons faites pendant les étapes de définition, comme Salim, Megan et Patrick ont dit. Nous avons utilisé ces observations pour l'étape idéation. Pour cette étape, il y avait 3 activités clés. D'abord, chaque équipe a choisi un problème spécifique. Ils allaient s'attaquer à ce problème et ils allaient créer ce que nous appelons une déclaration comment pouvons-nous. C'est comme un mini défi qui est ancré dans le grand défi de l'atelier, mais qui sont ciblés sur une observation de l'étape définition. Donc, nous pouvons avoir une déclaration CPN sur la surcharge des informations. Après, nous avons demandé au groupe de penser à beaucoup de solutions, le plus de solutions possibles pour ce problème. Après avoir créé cette liste de solutions potentielles, on a établi des priorités basées sur une matrice de l'importance et des difficultés. Après, chaque équipe a choisi une seule solution pour développer le prototype. Pour l'étape prototype, les équipes sont devenues très créatives. Ils ont développé des éléments de leur solution. Chaque équipe a créé une représentation virtuelle de leur solution. Ceci était important parce que c'était un moyen de voir le prototype en réalité. À la fin, pour la séance de fermeture, chaque équipe a présenté leur prototype pour discuter des rétroactions. Chaque participant pouvait fournir des feedbacks et chaque équipe pouvait prendre ces rétroactions pour améliorer le prototype. Pendant cette session plénière, les équipes ont appris plus sur les mécanismes de l'économie comportementale pour améliorer leur conception de prototype. On a parlé de comment intégrer l'économie comportementale. Comme Patrick a dit, on a parlé des styles d'apprentissage, comment adapter les prototypes pour répondre aux différents styles d'apprentissage. Quand tous les ateliers régionaux ont été réalisés, nous avons fait le calcul et nous avons été impressionnés. Nous avons créé des centaines d'idées pour répondre aux défis de l'atelier. Chaque équipe, chaque atelier a établi une liste de priorités et après, chaque équipe a choisi une solution. Donc, il y avait 14 prototypes qui ont été développés dans les 4 ateliers régionaux. Quelques prototypes étaient uniques, mais nous avons vu qu'il y avait des thèmes récurrents par rapport aux caractéristiques et fonctionnalités des prototypes. Et nous avons trouvé 3 catégories. D'abord, beaucoup de prototypes étaient axés sur l'idée d'un pôle créatif dynamique qui pourrait collecter et organiser les informations importantes pour un accès facile. Ces solutions ont s'attaqué aux problèmes de l'empathie, des phases empathie et définition qui sont liées au fait qu'il faut trier les informations et que cela peut être difficile d'identifier les bonnes informations. Après, toutes nos solutions et prototypes ont intégré les éléments interactifs pour permettre aux professionnels de la PFSR de
parler entre eux et de partager leurs connaissances. Ces éléments interactifs avaient des aspects en présentiel et aussi des éléments virtuels. Pour ceux qui étaient en personne, cela a permis aux personnes d'avoir un dialogue opportun avec leurs collègues. Ce dialogue est essentiel. Enfin, beaucoup de prototypes avaient des éléments de renforcement des capacités ou des opportunités de mentorat. Avec cela, les professionnels de la planification familiale peuvent apprendre des uns des autres pour améliorer les compétences. Souvent, le renforcement des capacités était lié à la gestion des connaissances, même si l'objectif principal de ces ateliers était de créer des nouvelles solutions innovatrices. Nous pensons que ces idées sont aussi pertinentes pour tous les projets de la planification familiale et la reproduction et la santé reproductive. Nous pouvons intégrer toutes ces activités dans nos projets. Je pense que j'ai assez parlé. J'aimerais inviter nos intervenants pour quelques questions. Pour la première question, je vais parler avec Gloire. Qu'est-ce qui a vous surpris par rapport aux prototypes développés par votre équipe et des autres équipes? Quelles idées étaient les plus intéressantes? Thank you, Daniel. Merci, Daniel. The first thing that struck me is La première to realize chose that qui m'a frappée, how important is how internet, is important for je me us. suis rendu compte du fait que l'Internet est essentiel pour nous Because parce que every single activity we propose, dans chaque activité que nous avons proposée, we need internet to nous avons implement besoin them. de l'Internet pour mettre en œuvre nos solutions. I love all ideas we J'ai propose, beaucoup but apprécié toutes les idées proposées, my favorite is the creation of regional secretary to mais coordinate ma préférée était community of practice. l'intégration des communautés de pratique. Parce qu'une des leçons tirées du partenariat à Ouagadougou était l'établissement des unités de coordination. Je pense qu'il est très important d'avoir ce secrétariat pour mieux cibler nos discussions et nos efforts. Avec cela, nous avons une unité qui répond aux communautés. Pour moi, cette idée est la preuve. Les professionnels de la PFSR veulent encourager les communautés de pratique et que ces communautés de pratique soient durables. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié était l'activité pour parler comment pouvons-nous. Mon groupe, nous avons parlé de comment pouvons-nous réinventer la communauté de pratique en Afrique francophone afin d'encourager le partage des données probantes et des connaissances pour améliorer les programmes de planification familiale et de santé reproductive. Pour moi, cela couvre toutes les informations, les opportunités. Nous serons encouragés à proposer des réponses à notre déclaration comment pouvons-nous et pour trouver une solution. Nous avons beaucoup d'idées. Toutes mes excuses pour mon anglais, je ne suis pas anglophone, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est peut-être un peu difficile pour moi. Mais j'ai dit que toutes les idées que j'ai entendues étaient très intéressantes. Mais les 3 idées que nous avons développées pendant cet atelier de co-création étaient très intéressantes. Chaque idée est différente et chaque idée est importante pour notre communauté et pour les professionnels de la planification familiale. Merci, Daniel.
Merci de nous avoir fait part de ces points extrêmement intéressants. En particulier pour ce qui concerne la communauté des pratiques, j'en ai parlé brièvement sur une de mes diapositives. Dans tant de solutions prototypes des différents ateliers, les gens cherchaient une manière de s'engager avec les autres professionnels de la PFSR d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important. Vous avez aussi parlé de votre surprise à l'égard du fait que tous les prototypes exigeaient l'utilisation de l'Internet. Nous vivons à une période où, avec la pandémie en particulier, où l'Internet est capital. C'était quelque chose dont étaient très conscients les participants aux ateliers. Donc, merci d'avoir insisté sur ce point. J'ai une question pour Etisham. Etisham, comment espérez-vous que les gens utiliseront ces perspectives et ces conclusions dans leur travail? Merci, Daniel. Il y a une chose qui a été très claire avant que je ne réponde directement à votre question. À l'époque, c'était en juin, il faisait très, très chaud au Pakistan. Ça montait jusqu'à 45 degrés Celsius dans les journées. Donc, ça a été l'une de nos toutes premières interactions sur une plateforme. Et personnellement, j'ai appris qu'il était possible de faire ces ateliers complètement virtuellement. Et pour moi, ça a été une découverte. Parce que ce n'était pas simplement pour l'atelier, mais le potentiel pour tant d'autres opportunités au niveau des particuliers, des professionnels, du monde entier, en se connectant virtuellement sans qu'il soit nécessaire de se déplacer, ce qui prend du temps, coûte très cher, c'était formidable. Quant à votre question précise, comment les gens vont-ils appliquer ce qu'ils ont appris? Nous ne pouvons pas nous en remettre à une approche volontaire. Il faut qu'il y ait des méthodes, un processus, que les gens s'engagent à faire quelque chose à un certain terme et ils vont agir à ce moment-là. Cet engagement doit faire partie de tous les programmes de PFSR. L'un des points que cette discussion confirme, c'est que pour la communauté tout entière, la gestion des connaissances était souvent une des grandes lacunes au niveau de la planification familiale, mais c'est une excellente opportunité pour ce secteur, pour que cette communauté se réunisse, se rassemble et résolve les vrais problèmes, les problèmes très concrets auxquels elle se heurte ou qu'elle se trouve dans le monde. Autre point important, le fait que, selon moi, c'est la première fois qu'en tant que particulier, j'ai participé à cette opération qui était uniquement pour la gestion des connaissances. La gestion des connaissances est toujours là quelque part comme un des éléments dans les processus, les réunions, les communications. Mais un projet tout entier consacré à la gestion des connaissances nous a révélé qu'il fallait en faire beaucoup plus. J'espère donc que cette intervention donnera naissance à plus d'interventions sur la gestion des connaissances, que ce soit au niveau local, régional, national, mondial. Je crois que ceci permettra de renforcer les efforts que cette intervention a permis de lancer. Merci. Merci de nous avoir fait part de ces perspectives. Vous avez soulevé des points très importants. Tout d'abord, la manière dont l'atelier à proprement parler nous a permis de prendre connaissance dans notre ensemble du fait que ce genre d'atelier virtuel est possible. Non seulement possible, mais tout à fait faisable. Et nous avons rassemblé des informations, des perspectives très importantes. Ceci nous aide, nous, et cela a aussi confirmé aux gens
qui participaient à l'atelier qu'il y avait tant d'autres choses qui étaient bien possibles au niveau virtuel. Vous avez aussi parlé de l'importance des mécanismes d'engagement. C'est extrêmement important. J'aime cette notion des passerelles au niveau des carences, du comportement, de l'économie du comportement. Nous pouvons trouver des solutions. Nous ne pouvons pas simplement les laisser là, toutefois, en espérant qu'un jour les gens envisageront de s'en servir. Non, on ne peut pas dire c'est là pour vous si vous voulez. Il faut qu'il y ait des mécanismes en place qui poussent les gens à s'engager, à mettre les solutions en application, s'engagent à changer les comportements. Ça, c'est essentiel pour aller de l'avant dans ce secteur. Donc, merci d'avoir insisté sur ces points. Eh bien, maintenant, c'est le moment que vous avez tous attendu. Nous allons parler de nos solutions. L'objet principal des ateliers de co-création est de co-concevoir l'avenir de la gestion des connaissances avec notre public. Nous sommes donc ravis de vous présenter aujourd'hui 3 innovations de la gestion des connaissances qui ont pris naissance dans cet atelier. Elles sont en cours de développement. Elles seront lancées très prochainement. Voilà. La première solution s'appelle le pitch. L'un des grands thèmes qui est ressorti de l'atelier de co-création s'est concentré sur la gestion, la culture et la capacité des connaissances. Il y a donc un nombre croissant de spécialistes de la gestion des connaissances et de professionnels de la PFSR qui aident à s'assurer qu'il y a une dissémination des enseignements tirés. Ça, c'est excellent. D'un autre côté, nous avons aussi remarqué que les capacités techniques de la gestion des connaissances au niveau de la PFSR restaient limitées et il n'y a pas suffisamment de financement pour la gestion des connaissances de manière précise et au niveau des programmes de PFSR. Il nous a donc semblé très important que les systèmes et les parties prenantes en Afrique subsaharienne et en Asie se retrouvent au cœur même de l'élaboration de la mise en œuvre des innovations de la gestion des connaissances pour faire face aux défis locaux en termes de PFSR. Notre toute première innovation est donc le pitch. Le pitch va fournir un soutien par le biais d'un concours régional fondé sur le modèle du programme Shark Tank. Dans d'autres pays, on appelle ça la tanière du lion, la caverne du dragon. Et nous aurons des représentants de pays prioritaires pour l'USAID en Afrique et en Asie pour soumettre des idées, des propositions. Nous inviterons à partir de ce que nous aurons obtenu un groupe de semi-finalistes qui présenteront leur idée à un jury. Et ces juges choisiront 2 lauréats en Afrique, 2 en Asie, qui recevront à hauteur de $50 000 pour mettre en œuvre leurs idées novatrices. Et en plus de ça, ils recevront des ressources, des outils de Knowledge Success au niveau de la phase de mise en œuvre pour aider au renforcement des capacités pour la gestion des connaissances. Ça, c'est le pitch. Le lancement est très prochainement, le 14 juin, et nous espérons que vous y serez tous. Nous allons lancer le lien d'enregistrement ainsi que l'enregistrement de ce webinaire à chacun d'entre vous et nous vous encourageons vivement à être là. La solution suivante nous est venue directement d'un prototype auquel appartenait Megan. C'est une innovation qui est une plateforme de sélection animée par l'utilisateur qui se fonde sur le système de Pinterest. Un grand nombre d'entre vous utilisent Pinterest dans vos vies respectives. Et vous savez que c'est utilisé pour partager des recettes, des idées de décoration de la maison, des vêtements, etc. La question qui se pose est de savoir en quoi une telle plateforme se rattache-t-elle à la planification familiale et à la reproduction, la santé de la reproduction. Eh bien,
on s'est aperçu qu'un grand nombre de personnes se heurtaient à une surcharge d'informations et avaient besoin d'une solution qui leur permette de trouver vraiment les solutions dont ils ont besoin, de filtrer cela. Mais en même temps, il faut qu'ils puissent le faire de manière autonome. Ils ne veulent pas qu'on leur envoie simplement les informations dont on pense qu'ils ont besoin. Ils veulent pouvoir choisir. Ils veulent donc un système qui leur permette de sélectionner les informations pour leur contexte particulier. Parce que ce qui est utile pour moi dans mon contexte particulier ne marchera pas forcément pour Salim dans son contexte particulier. Et nous savons que les gens ne veulent pas non plus manquer des informations importantes simplement parce qu'il est plus facile de recontacter les mêmes sources, les mêmes personnes au fil du temps. Cette nouvelle plateforme, on n'a pas encore choisi son nom, donnera aux gens les outils pour exactement faire cela. Cela permettra d'exposer les professionnels de la PFSR à des connaissances dans le secteur produit par des organisations du monde entier. Ça les aidera également à trouver, à filtrer les informations dont ils ont besoin, qui sont pertinentes pour eux, et ils les appliqueront à leur travail du jour. En plus, la plateforme va aussi offrir cet élément interactif dont nous avons souligné l'importance pour nos participants à l'atelier de co-création, ce qui permettra aux utilisateurs de voir ce que d'autres professionnels de la PFSR lisent ou absorbent ou présentent et puis de s'engager avec eux. Cette plateforme est une sorte d'incubateur de la connaissance pour offrir une inspiration, une source d'inspiration pour la communauté de la PFSR. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième, on est à ses toutes premières phases de développement, donc les choses prennent forme, mais je peux vous dire dès aujourd'hui ce qu'il en est du concept général. Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans la PFSR, comment relever les défis principaux qui ont été évoqués dans le cadre de ces ateliers. Ce n'est pas toujours documenté ou contextualisé de manière optimale ou même présenté d'une manière facile à utiliser. C'est ce manque d'informations sur ce qui ne fonctionne pas, sur les échecs. Nous avons des informations sur ce qui fonctionne. Ce que nous n'avons pas, ce sont les informations sur ce qui n'a pas marché au niveau de la planification familiale et de la santé reproductive. Donc, l'idée était de développer des outils, un magazine de meilleures pratiques et en même temps, les participants ont reconnu qu'il y avait une opportunité pour des groupes de travail ou d'autres groupes qui se réunissent pourraient faciliter la transmission de ces informations de manière transparente et faciliter un dialogue. Et c'est ce dont parlait tout à l'heure Gloire, en particulier lorsqu'elle a évoqué l'importance de la communauté des pratiques. Cette innovation prend ces deux besoins en compte. Donc, en combinant ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans le domaine de la PFSR avec des échanges interactifs de connaissances et un apprentissage virtuel, nous espérons que tout notre secteur pourra mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ce, en temps réel. Notre plan est de lancer cette plateforme de filtre des informations et celle-ci au cours des mois à venir. Je vous invite donc à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur ces deux sujets importants. Inscrivez-vous sur le site de Knowledge Success et vous pourrez, en cliquant sur un lien, continuer à recevoir ces informations. Voilà les trois solutions. Vraiment enthousiasmant, vraiment quelque chose de très important. Et je vais conclure maintenant avec une séance de questions-réponses. Je vais inviter les participants à l'atelier de co-création. Nous allons leur poser quelques questions et puis nous leur poserons certaines des questions que vous avez vous-même transmises dans la boîte de conversation pendant le séminaire. Je vais commencer par Atisham et Tesham. À vous, quelle est
d'après vous, en quoi les nouvelles solutions développées par Knowledge Success permettront de tirer parti des opportunités? Laissez-moi répéter pour être sûr que tout le monde a bien compris. La question est donc, selon vous, les nouvelles solutions de gestion des connaissances développées par Knowledge Success, celles que je viens de présenter, comment vont-elles aider à faire face aux obstacles actuels et tirer parti des opportunités? Tout d'abord, Daniel, c'est au visionnaire de répondre à cette question. Mais à mon avis, je suis étudiant dans la science de gestion. Je pense qu'on dit, si on peut gérer, vous pouvez le contrôler. Si vous pouvez le contrôler, vous pouvez l'améliorer. En utilisant la science de comportement, le côté social des sciences, il y a quelque chose qui manque. Et pour améliorer quelque chose, il faut le définir. Voilà ce que nous essayons de faire avec la gestion des connaissances. Nous ne voulons pas, créer des frontières entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous essayons plutôt de le définir. Nous utilisons la communication. Nous avons vu, il y avait des obstacles à la communication au fil des dernières années. Quelque chose que j'ai vu, il y avait des personnes qui n'utilisaient pas les méthodes contraceptives. Avant, on disait c'est mauvais, mais on ne dit plus ça. Il faut changer ce message. Il fallait comprendre la pièce qui manquait. J'ai appris beaucoup de comment nous changeons maintenant. Voilà une politique officielle de mon programme. Il y a la pression venant des bailleurs de fonds. On parle de la création des images, des messages qui suivaient un certain modèle. Et peut-être que cela représente une grande occasion pour les personnes partout dans le monde d'aller, de sortir, d'avoir des expériences et de trouver ce qui fonctionne. Si quelque chose fonctionne, c'est très bien. Si cela ne fonctionne pas, c'est un moment pour tirer des leçons. Avec les 3 prototypes que vous avez mentionnés, je vois qu'il y a des idées qui se répètent dans les 3 prototypes. Beaucoup de personnes avaient 2 ou 3 choses en commun. Ils partageaient les mêmes idées. Il y avait une surcharge d'informations. Il y avait aussi que les plateformes étaient assez limitées. Comment vraiment profiter de toutes les informations? Il y avait des professionnels qui voulaient sortir, qui voulaient aller dans les communautés pour parler avec le public. Et une troisième idée, il y a déjà beaucoup de données et d'informations qui existent déjà, mais il faut trouver une plateforme qui utilise et qui peut fournir toutes ces informations. Voilà, à mon avis, un bon point de début pour notre travail. Avec le temps, nous arriverons à un moment où nous allons utiliser ces prototypes pour améliorer nos programmes, pour développer de meilleurs prototypes. Merci beaucoup. J'aimerais poser la même question à Megan. Megan, selon vous, les nouvelles solutions de GC développées par le Knowledge Success, comment vont-elles nous aider à faire face aux obstacles de la GC? Oui, oui, c'est une très bonne question. Et il y avait un thème commun. Nous sommes tous des personnes créatives, nous sommes tous des utilisateurs de contenu, nous sommes tous des professionnels de la PFSR. Donc, nous partageons plusieurs comportements. Nous contribuons à cette communauté de connaissances et nous prenons de cette communauté de connaissances. Et nous avons une réaction naturelle. Nous arrivons en pensant que nous sommes des créateurs. Que voulons-nous dire
Mais ce que je vois avec ces 3 solutions, c'est qu'il faut, vraiment penser non seulement à ce que nous aimerions contribuer, mais aussi, au message que les personnes vont entendre. Qu'est-ce que les autres vont apprendre de ce que je partage? Je vais moins partager, quelles sont les pratiques exemplaires, et cetera. Je vais penser plutôt aux besoins des autres personnes, aux besoins des autres, participants, parce qu'il faut penser aux expériences, des personnes différentes. Il faut penser, du point de vue des créateurs, mais aussi des utilisateurs. C'était un grand défi de nous mettre, dans des positions différentes. Nous y sommes souvent, mais souvent, nous avons, ce rôle et cette idée de créateur, qui prennent plus d'importance. Merci Megan, c'était une très bonne réponse. Et maintenant, je vais demander à Gloire de répondre à la prochaine question. Gloire, si vous préférez parler en français, vous avez tout à fait le droit de le faire. Pour ceux qui écoutent en anglais, vous pouvez choisir l'interprétation en anglais comme votre langue préférée. Et si Gloire répond en français, vous pouvez entendre l'interprétation en anglais. Donc, Gloire, la prochaine question, et vous pouvez, comme j'ai dit, parler en français si vous préférez. Qu'est-ce qui a vous attiré à ces ateliers de co-création? Please, Daniel, can you S'il vous ask plaît, Daniel, again the pouvez-vous question? répéter la question? Oui, oui, bien sûr, et vous pouvez répondre en français. Donc, la question est la suivante. Pourquoi étiez-vous intéressé par les ateliers de co-création? Merci. Je vais continuer en anglais parce que j'ai commencé en anglais. Pour moi, ces ateliers de co-création avaient rassemblé les professionnels de la planification familiale pour améliorer la gestion des connaissances dans notre domaine. Pour moi, c'était un plaisir de contribuer à ces discussions et de contribuer à ces ateliers. De plus, comme j'ai dit, quand j'ai parlé avant, l'unité de coordination représente un soutien. Nous partageons les pratiques exemplaires et nous partageons les informations entre les pays. L'atelier arrivait au bon moment pour nous encourager à agir ensemble. Avec cela, il y avait un tel échange d'informations et nous avons partagé les informations pour améliorer les programmes pour tous les professionnels de la PFSR. C'était vraiment un plaisir de parler avec les autres professionnels de la PIF. Merci. Merci très bien et merci pour cette réponse. Patrick, même question. Qu'est-ce qui vous a intéressé avec ces ateliers de co-création? Merci beaucoup, Daniel. Je pense, pour moi, l'opportunité des ateliers de co-création est arrivée au bon moment. Je cherchais les opportunités pour apprendre plus sur la conception des programmes. Quand j'ai vu l'occasion de participer à ce genre d'engagement, je savais que c'était une opportunité pour moi de penser différemment et d'avoir des échanges avec d'autres professionnels. Nous avons parlé des méthodologies et de comment concevoir des programmes innovateurs pour les jeunes, surtout pour améliorer et augmenter l'accès aux méthodes contraceptives. De plus, c'était très intéressant de travailler avec les facilitateurs. Enfin, je savais que c'était une opportunité pour moi de tisser des liens avec d'autres professionnels dans ce domaine et dans d'autres pays. J'appréciais qu'il y avait des membres des pays différents en Afrique et c'était un moyen de trouver une certaine inspiration pour mon travail. Merci. Très bien, merci Patrick.
Question suivante. Quel était votre moment préféré pendant ces ateliers? Je pense que ma partie préférée des ateliers était la création des prototypes. Je me souviens, nous avons développé 2 prototypes. Mais je pense que nous avons choisi une plateforme qui va nous permettre de trouver d'autres professionnels, de créer un système de binôme avec d'autres professionnels pour trouver des bonnes solutions. C'était un prototype très intéressant, mais après avoir vu les 3 prototypes que vous avez présentés ici, je pense que ce sont parmi les meilleurs prototypes et j'apprécie vraiment le travail que vous avez effectué. Cela représente une vraie innovation parmi les professionnels de la FPSR. Et cela veut dire qu'il y aura des approches innovatrices et de nouvelles approches pour notre domaine. Merci. Et merci, Patrick. Je vois qu'il y a des participants des ateliers qui notent dans la colonne chat leur moment préféré aussi. Alors, si vous avez participé aux ateliers, je vous encourage à noter dans la colonne chat est-ce que vous avez apprécié des ateliers. Quelques questions de plus. Nous arrivons à la fin de notre réunion. Nous avons reçu des questions très intéressantes dans la colonne chat pendant ce webinaire. Nous allons en discuter maintenant. Nous allons continuer jusqu'à 10 heures, heure de Washington, et nous allons essayer de répondre à vos questions. Si vous avez le temps d'y rester, nous vous encourageons de rester pour suivre la réunion. Et si vous êtes obligé de partir, nous vous remercions d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Je vais poser une question à Salim. Salim, cette question est venue d'un de nos participants. Voilà la question. Comment apprendre à reconnaître nos échecs pour mieux les documenter, pour en tirer des leçons? Merci Daniel pour cette question. Je pense que c'est une très bonne question parce que cela touche à 2 éléments de l'économie comportementale qui sont essentiels à cette discussion. Nous ne nous planifions pas pour les échecs et souvent, quand il y a des échecs, nous ne partageons pas les leçons tirées. C'est en fait, il y a plusieurs aspects psychologiques et de comportement par rapport au partage des informations. Beaucoup de personnes ont un problème de planification. Nous avons des plans, nous les mettons en œuvre et après nous pensons que tout va bien. Nous pensons que nos plans vont réussir. Et après, nous avons honte quand les plans ne fonctionnent pas comme prévu. Nous ne voulons pas partager les informations. Je pense qu'il faut faire ce qu'on appelle un post-mortem. Il faut penser à tout ce qui s'est passé à la fin d'un projet. Il faut regarder les moments où il y avait des difficultés ou des problèmes. Côté négatif, vous ne pouvez que regarder par le passé, mais vous pouvez tirer des leçons. Et je vous encourage à faire ce que nous appelons les pré-mortem. Il faut penser pendant la phase de planification tout ce qui peut ne pas fonctionner pendant un projet. Il faut penser à tous les problèmes éventuels. Avec cela, nous pouvons éliminer ce problème d'optimisme où nous pensons que tout va bien quand en fait il y a des problèmes. Il faut essayer de ne pas être trop optimiste et de penser aux problèmes qu'il peut y avoir. Si vous voulez apprendre plus sur cette approche, c'est une approche qui est décrite dans le livre Thinking Fast and Moving Slow, Moving Fast and Thinking Slow. Et avec cela, il faut aussi travailler dans un environnement où les personnes se sont motivées ou encouragées de partager leurs échecs. Il faut avoir un environnement où on peut échouer. Et après, partager les informations, partager les leçons tirées. Il faut créer ce genre d'environnement. Et après, je pense que je peux
poser cette question à nos intervenants invités aussi. Et si quelqu'un a quelques observations, quelques informations pour répondre à la question sur comment mieux reconnaître et documenter les échecs. Merci, Salim, Patrick, Megan et Tisham. Avez-vous quoi que ce soit à ajouter? Can I? Yes, please. Okay. Gloire. I don't know how to identify the failure. Je ne sais pas vraiment comment identifier la partie échec. But one thing I can advise for all family planning professionals pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la planification familiale et de la santé reproductive, il faut qu'ils aient des documents pour que tous les programmes et les projets puissent tirer les enseignements de leurs expériences. Parler de nos échecs n'est pas une mauvaise chose si cela peut aider les autres à ne pas refaire la même erreur. Merci, Gloire. Cet élément documentaire est très important et au niveau de la dernière solution que nous avons présentée, j'espère que cette documentation deviendra une pratique beaucoup plus fréquente. Eltisham, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec Salim sur ce point. Dès le début de l'atelier, un collègue a dit que 25% environ des personnes qui se sont inscrites allaient participer en fait à la réunion. Donc, c'est ce que donnent les données, c'est ce que disent les données. Donc, nous ne disons pas que c'est un échec. Selim a dit qu'il faut être prêt à ce qu'il y ait un problème. Cette réflexion pour la conception d'un projet tout entier je crois que ne pas reconnaître nos échecs est une erreur. Et il ne faut pas non plus se sentir mal parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire ou parce qu'on a été trop ambitieux. Il faut toujours essayer d'aller au-delà de ce que l'on garantit. Il n'y a pas d'autre solution que de demander aux bailleurs de fonds d'être un peu plus souples dans leur approche que cela n'est souvent le cas. Enfin, il faut envisager dès le début ce qui pourrait ne pas bien se passer pour essayer de l'éviter, bien sûr. Merci, Etisham. Megan et Patrick, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec les orateurs précédents quant aux réflexions sur les échecs. Autre remarque, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Etisham tout à l'heure et qui concerne la planification familiale. L'idée que la planification familiale en soi a des objectifs contextuels pertinents qui varient. L'idée n'est pas que tout le monde se serve de la planification familiale, c'est simplement qu'ils aient la possibilité, s'ils le souhaitent, de le faire. Il faut donc comprendre qu'il s'agit d'un objectif assez complexe pour nous que de mesurer les objectifs que nous ciblons. Et dans le contexte de cette complexité, il est très difficile d'assurer nos succès et de contrôler nos échecs parce que les objectifs en soi ne sont pas forcément parfaitement clairs. Ils sont un peu flous. C'est la même chose dans tous les autres domaines du secteur de la santé. Toute infection par le VIH qui est évitée, c'est un succès. Donc, comment
traiter des échecs en étant plus clair sur ce que l'on essaie de réaliser dès le départ, pour que nous soyons lancés sur la bonne voie où nous puissions dire sans hésitation, c'est un succès, c'est une réussite parce que les données que nous voulions transmettre ont été transmises. Au lieu de dire, ah bah attendez, on a une mise à jour, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, etc. Donc, je voulais simplement le dire, nous devons continuer à prôner, pousser pour plus d'informations sur les objectifs et répondre à ces attentes. Merci. Tout à fait, tout à fait. Et Patrick, le dernier mot? Je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit. Je crois que l'utilisation du mot échec est peut-être le problème ici. C'est une question de nomenclature. Nous savons qu'il faut tirer les enseignements de tout ce qui a été fait pour comprendre ce qui est le mieux pour la communauté. Et lorsque l'on comprend que quelque chose ne va pas, cela nous permet d'accepter, de reconnaître qu'il faut réfléchir de manière un peu plus originale et envisager des activités de co-créativité qui nous permettent de trouver de nouvelles innovations. Et lorsque l'on réfléchit au prototype, le dernier, ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est une opportunité pour nous de documenter et de partager avec les autres professionnels les enseignements tirés, les meilleures pratiques et des recommandations sur ce qui doit être conçu comme un succès. Je vous remercie. Eh bien, nous allons conclure notre réunion d'aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir que d'être ici avec vous tous. Je voudrais remercier tout particulièrement nos orateurs. Merci d'avoir fait part de vos perspectives brillantes aujourd'hui. C'était un immense plaisir de vous avoir aussi lors de l'atelier de co-création et de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer à travailler avec vous au fur et à mesure que ces solutions de prototypes se développent. Je vous encourage tous à vous rendre sur le site web de Knowledge Success. Les ressources apparaissent à l'écran et vous offre les nouvelles solutions que nous allons lancer prochainement. Et encore une fois, merci à tous. Merci à nos orateurs. Merci à Selim d'avoir assuré la co-présentation avec moi. Et au nom de l'ensemble de l'équipe de Knowledge Success, je souhaite remercier à tous ceux d'entre vous qui vous êtes joints à ce séminaire aujourd'hui, de votre attention, de vos questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre pendant la séance de questions-réponses. Nous enverrons les réponses séparément de manière écrite lorsque nous vous enverrons l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Merci encore. Et nous vous donnons rendez-vous au lancement du pitch le 14 janvier. Merci, excellente journée où que vous soyez.